en attente présentement, au moment où on se parle, là, de Pierre-Carl Péladeau, qui doit expliquer l'ampleur des coupures, des fermetures là, qui touchent aujourd'hui le groupe TVA. Effectivement, en tout cas, chose certaine, Mario, c'est que ça éventuellement touche à peu près 550 personnes qui se rajoutent là, aux 140 qui avaient été mises à pied là, l'an dernier. Donc, ça commence à faire quand même pas mal de monde. C'est une question là, de pérennité là, selon ce qu'on en comprend. Donc, il y a vraiment des défis là, financiers là, chez Groupe TVA. Donc, la perte a augmenté énormément par rapport à la même période l'an dernier. La dernière fois qu'on avait fait des annonces comme ça, on avait parlé là, de TVA Sport, etc., qui performait, mais là, vraiment, ça semble se généraliser là, à l'ensemble de la production télévisuelle. Donc, il va y avoir des recherches d'efficience, pourrait-on dire, là, dans d'autres endroits de l'entreprise. Il y a aussi une dimension immobilière là, qui remet notamment en cause là, la présence de TVA là, sur de Maisonneuve. Là, donc, et ça, c'est fou. Là, je veux dire, dans l'histoire de Montréal, dans l'histoire du Québec, que le 1600 de Maisonneuve, c'est plus TVA. Dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est comme ça frappe l'imaginaire, là. Oui, effectivement. Ben, j'imagine pour toi, Mario, en plus, c'est un peu comme ta deuxième maison. Ça fait 13 ans que je suis là, ouais. Mais au-delà de ça, je veux dire, mais même avant, là, mettons, regarde, oublie que je travaille là maintenant. Quand j'étais en politique, là, on faisait à Montréal tourner des médias parce qu'on avait une annonce à faire et tout ça, mais tu sais, passer à TVA, c'était comme dans la... Bon, il va encore avoir les nouvelles, le service de l'information demeure, il va avoir un nouveau lieu, mais quand même de penser que la bâtisse de TVA ne sera plus, tu sais, que ça n'existera plus, là, que le poste va être rendu beaucoup plus petit, va être logé, aura plus de production, aura plus de studio, t'es complètement dans un autre, parce que dans le fond, c'est une transformation de l'entreprise aujourd'hui. Du point de vue business, c'est une transformation carrément de l'entreprise. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est pour faire face, je pense, à de nouvelles réalités, Mario, là, liées à l'industrie des médias. On le sait, évidemment, là, il y a plusieurs nouvelles données là, dans cette grande industrie-là, que ce soit la concurrence là, des géants du web, que ce soit, évidemment, là, d'autres groupes là, qui rivalisent aussi TVA pour les mêmes auditeurs, etc. Donc, ça fait mal. Puis, bon, les pertes ne peuvent pas continuer à augmenter. Là, on parle là, pour les 3 premiers mois de 2023 d'une perte de 32 millions de dollars là, qui aurait été cumulée jusqu'ici. La rumeur, le chiffre qui circulait, c'est qu'on s'en allait pour partir à un rythme là, de perdre 50 millions par année. Tu peux pas vivre comme ça. C'est là. pas soutenable, non, effectivement, même pour quelqu'un qui a les moyens de M. Péladeau. Non. Et on se rend pas à ce niveau-là en opérant des entreprises à forte perte pendant très longtemps non plus. Là. Donc c'est très dommage, mais écoute, je pense qu'à quelque part, parfois, le Mario, il faut recentrer ses forces, ses énergies, ses employés, puis rebondir peut-être. Donc, ça peut être peut-être un espoir là, de réimaginer autre chose. Puis c'est un secteur qui va continuer d'évoluer quand même pas mal encore dans les prochaines années. On ne sait pas ce qui va se passer avec C18, on ne sait pas ce qui va se passer avec d'autres groupes de presse. Donc, éventuellement, c'est pas la fin, c'est juste un important recul, je pense. Mais il y a un organisme qui me vient à l'esprit là-dedans, c'est le CRTC. Là. Il n'est pas rendu au point où il a l'air fou. Tu sais, le CRTC est à l'étape où, sans le vouloir, là, pas par mauvaise volonté, par incompétence, il a protégé de toutes les manières les géants du web. Puis là, ensuite de ça, il continue, alors qu'il fixe aucune obligation aux géants du web, pour Netflix, puis continue à fixer aux médias toutes sortes d'obligations de faire ceci, de produire là, donc toutes sortes de contraintes qui augmentent les coûts. Mais je veux dire, le CRTC a l'air sincèrement d'un dinosaure dans le milieu de la pièce, là, non? Dans l'état actuel de la crise des médias, là. Oui, on le dit souvent, Mario, je pense que l'organisme lui-même est un peu dépassé, je pense, par l'affaire des événements. Puis malheureusement, là, moi, je le constate même de mon côté, dans le marché, là, le CRTC est très mal entouré, très mal conseillé. Donc, c'est malheureux, mais il y a comme un manque je pense, de vision, un manque de compréhension des dynamiques, notamment sur le plan économique. Je pense qu'il y a beaucoup d'expertise dans le domaine médiatique, mais ça reste qu'à la fin, ces entreprises-là sont pas le moindrement capables de couvrir leurs frais, d'être moindrement rentable, ça appelle à des situations qu'on vit aujourd'hui. Puis TVA, c'est un peu c'est une partie de l'iceberg. Là, on a vu plein d'autres groupes là, souffrir comme ça dans les derniers mois, les dernières années. Mais je pense que les gens se disaient c'est des groupes plus petits, des médias écrits plus petits. TVA, c'est le plus gros média privé au Québec. Alors qui se retrouve dans cet état aujourd'hui, je pense que ça frappe quand même l'imaginaire. Il y a Hydro-Québec aujourd'hui qui a frappé aussi l'imaginaire, une annonce majeure de Michael Sabia, attendu même depuis plusieurs mois, son plan pour l'avenir d'Hydro.
Oui, ben c'est tout un plan, en tout cas, Mario, que nous a dévoilé M. Sabia aujourd'hui. On peut pas dire qu'il a chômé depuis son arrivée en poste il y a 3 mois, puis on peut pas dire non plus qu'il a une vision modeste là, pour la société d'État. On parle d'investissement, là, Mario, à l'horizon 2035, là, qui est un horizon assez important, je pense, pour le gouvernement du Québec. Tu te rappelleras que 2035, c'est aussi, en principe, là, la fin de la vente des véhicules à essence. C'est plein de rendez-vous importants pour la société québécoise. Donc, selon le plan qui a été déposé par M. Sabia, d'ici donc les 12 prochaines années, 185 milliards de dollars de nouveaux investissements pour augmenter la capacité de production. C'est essentiellement... Et la fiabilité, hein? Il y a une partie de l'argent et la fiabilité du réseau. Il y a une partie de l'argent quand même qui va... moi, j'ai trouvé que c'était un chapitre plus important que j'aurais pensé et des sommes plus importantes pour arrêter les pannes, là, rendre le réseau plus fiable. C'est comme si j'ai eu l'impression de lisant le document que Michael Sabia, quand il a pris les commandes d'Hydro, tout le défi de produire plus, puis l'électrification, je pense qu'il le savait, mais c'est comme s'il a pris conscience de dire, OK, l'état du réseau, il manque vraiment d'amour, puis si on a beaucoup de pannes, il y a des raisons à ça, et là, on a tout à coup un plan, on double les investissements annuels dans l'entretien, l'amélioration, la consolidation des infrastructures pour assurer la fiabilité, là. Absolument, Mario. Puis tu sais, on l'a même vu là, par ailleurs là, dans les résultats récents d'Hydro-Québec, mais ces pannes-là, non seulement sont très frustrantes pour les Québécois, éventuellement pour d'autres clients, les clients industriels, éventuellement les clients à l'exportation. Tu sais, on peut pas se permettre d'avoir des plans ambitieux de croissance si on n'est pas capable de livrer toute cette production-là. Donc, il faut s'assurer d'avoir un réseau fiable. Mais en plus, les arrêts de livraison, toutes les problématiques liées à la non-fiabilité du réseau sont très coûteuses. On parle d'une augmentation d'à peu près 1 milliard de dollars là, des coûts qui est en partie expliqué là, par ces différentes problématiques. Donc, dans le fond, on prévient, Mario, avec un réseau qui va être plus fiable, de ces interruptions-là et évidemment des coûts, puis éventuellement, ça rapporte des revenus qui sont plus réguliers, plus fiables. Puis, encore une fois, on parle d'entreprises comme Nordvolt, etc., dans d'autres secteurs, mais qui vont miser sur un approvisionnement fiable. Fait qu'il va vraiment falloir que Hydro-Québec soit à la hauteur de ça. Donc, il y a une partie pour la nouvelle production, comme tu l'as dit, mais une partie très importante d'augmentation de la capacité du réseau de distribution d'Hydro-Québec. Puis encore une fois, je vois ça personnellement d'un très, très bon œil, autant du point de vue, on va dire, un peu égoïste, mais vraiment du point de vue développement économique du Québec et développement de la région du nord-est de l'Amérique du Nord, là, d'avoir une entreprise dont on peut être fier là, en termes de fiabilité de l'approvisionnement.